Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. C'est ici qu'il faut se mettre. D'accord. Non, on est en total impro. On va voir ce que ça va donner. Donc, je me présente, Jean-Baptiste Janvier, je suis accompagné de Daniel. On va vous présenter des développements qu'on a fait sur l'agilité au sein de la Société Générale. Alors déjà, laissez-nous vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une équipe qui fait de l'IA. Donc ça, l'IA, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de sujets de quelle méthode de travail on met en œuvre. Donc du coup, c'est l'histoire d'une équipe qui met en œuvre de l'agilité, elle travaille avec les métiers, ça se passe plutôt bien. Alors évidemment, on est tous dans le même bateau avec les métiers, il y a quelques vagues, mais bon, globalement, les choses avancent, ça délivre. Mais quand même, cette équipe, quelque part, elle se dit qu'elle a le sentiment qu'elle peut mieux faire. Mais quoi, comment, d'où vient le problème ? En fait, quand on regarde un peu comment les méthodes agiles sont documentées, on voit que c'est très orienté software. Alors évidemment, dans le cadre de l'IA, ça fait du sens parce qu'à la fin, on écrit du code, on met en production des choses. Mais quand même, quelque part, l'IA est un peu différente. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le débat de qui est inclus dans qui, quel est le cercle le plus grand, etc. Voilà, mais l'idée, c'est de dire, il y a le monde du software engineering, il y a le monde de l'IA, il y a une intersection au milieu qui est assez importante, mais il y a quand même une spécificité de l'IA. Et cette spécificité, c'est que finalement, quand on fait un projet d'IA et particulièrement machine learning, en fait, les conclusions sont pas connues à l'avance. Alors, pour être plus clair, en fait, le machine learning, c'est quoi ? C'est en fait, on va prendre une série d'exemples, voilà, et on va se baser sur ces exemples pour faire un système prédictif et qui se base sur ces exemples. Par exemple, je fais un moteur de scoring, prédire quel... il y a des moteurs, par exemple, de churn, c'est savoir si des clients vont partir. On a des moteurs pour prédire si des clients vont tomber en fragilité. On a des systèmes de scoring pour déterminer pour quel client, quels seraient les produits adaptés, par exemple ce que vous avez sur Amazon, etc. Tous ces systèmes se basent sur des observations passées pour ensuite, à partir de ces exemples, définir automatiquement un ensemble de règles. Mais ces règles ne sont pas codées par les humains, c'est la machine, et c'est uniquement ces exemples, et du coup, tant que vous n'avez pas entraîné la machine, vous ne savez pas ce que ça va vous donner. Vous pouvez le savoir approximativement, mais pas la performance. Vous ne savez pas si le système va marcher à 10%, 50%, ou 80%. Vous le savez une fois que vous l'avez fait. Et du coup, au niveau des user stories, dans l'idée de créer des fonctionnalités incrémentales, comment on peut encoder ça dans les user stories ? Alors, soit on a des user stories, on dit j'ai besoin d'une brique d'IA, ok, je vais avoir mon système de score, ok, finalement. Bien sûr, je vais me baser sur mes données internes. Bien sûr, je vais renvoyer un score en sortie. Mais finalement, précisément, est-ce qu'on peut dire a priori quelles données on va utiliser ? On ne sait pas trop au début. Et finalement, en sortie, ok, on peut définir le score, son format, etc. Mais ce score, est-ce qu'il va être fiable ou non ? On ne sait pas trop. Donc, d'un point de vue fonctionnel, c'est difficile à dire. Après, on part des user stories plus techniques. On fait un test, sur telle version, tel dataset d'entrée. On essaye de voir telle prédiction sur tel horizon de temps, mais finalement, on est dans un truc très technique et on perd de point de vue l'aspect produit. Voilà. Et du coup, quelque part, par rapport ce qu'on a habituellement dans des user stories, le cadre existant, la Scrum, etc., ça marche très bien. Là où on a des inputs qui peuvent être bien définis, qui sont connus, un output
qui est connu, qui peut être bien défini. Et ensuite, le travail des développeurs, ça va être de voir comment je fais ma connexion entre mon input et mon output. Donc dire, par exemple, j'utilise mon téléphone pour... j'utilise la zapette là pour voilà, passer d'une slide à l'autre. L'input, c'est je clique sur la zapette, j'ai les slides qui défilent, et puis voilà, j'ai tout un travail d'ingénierie pour faire toutes les connexions qu'il faut au milieu. Dans le cadre du machine learning, finalement, la démarche, elle est connue. C'est bon, je prends une série d'exemples, je cherche à minimiser mon erreur sur cette série d'exemples. Voilà, alors après, bien sûr, il y a plein de subtilités, il y a plein de travaux de recherche, etc. Mais le principe, il a été écrit en 1975, c'est toujours le même depuis. Voilà, c'est minimiser, minimiser l'erreur sur mes observations. Voilà. Donc la démarche est connue. Par contre, l'output, on sait ce qu'on veut, mais finalement, on ne sait pas trop ce qu'on va obtenir. Donc globalement, il y a des inconnus. Et puis l'input, finalement, on a tellement de données dans les grandes organisations que finalement, choisir après ce qu'on va prendre, ce qu'on ne va pas prendre, ce qui marche bien, etc., c'est tout un travail. Et tout ce travail, et en plus de ça, on souhaitait aussi mettre une démarche RSE dans la chose. Donc du coup, on a tout ce travail d'un peu de redéfinir la façon de travailler, intégrer ces critères RSE, et là, on trouvait qu'on avait atteint, nous, en travaillant tout seul, un peu nos limites sur le sujet, et du coup, on a choisi de se faire accompagner. Et donc là, Daniel, toi, tu nous as accompagnés sur ce sujet pour un petit peu c'est ça, rechanger les choses. Enfin, ça n'a pas été aussi simple. On va pas se mentir. On n'a pas été en mode super-héros. En fait, concrètement, avant qu'on vous parle d'Agilephoria, il y a 2-3 points qu'il faut refixer. Déjà, on s'est planté. Au départ, complètement. On pouvait que se planter, dans tous les cas. On ne savait pas où on allait, parce qu'on a eu beau chercher sur Internet, beau chercher de retours, il existe très peu de choses, en fait, sur la manière d'adapter l'agile IA. On retrouve des trucs dans les phases d'industrialisation, parce que c'est très simple, c'est très séquencé, mais il faut les phases de POC où on va valider, en fait, les hypothèses. Comme a expliqué Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est là que se situe l'incertitude, la grosse incertitude. Et du coup, les premières itérations qu'on a fait, on s'est raté complètement. On s'est même retrouvé à faire des ateliers où j'ai dû improviser l'atelier complètement en plein milieu, parce qu'on n'allait plus du tout dans la bonne direction. Donc on a changé l'atelier complètement en plein milieu. Ça a été compliqué au départ. Deuxième point qui a été compliqué au départ, c'est que même s'il y avait une certaine connaissance de l'agile, les data scientists, ce n'est pas des développeurs. C'est un autre mindset, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir. Et ça aussi, il a fallu s'adapter. Donc en fait, on a itéré. La chance qu'on a eue, la vraie chance qu'on a eue, en fait, je vais me mettre là, sinon je ne suis pas à la caméra, et je bouge beaucoup. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un manager qui nous a soutenus. Même quand au départ, on ne savait pas du tout aller. Et vraiment, j'insiste là-dessus, quand moi je me suis retrouvé dans la problématique, on en a parlé aux équipes, au départ, je ne savais pas quoi faire. On ne savait pas où aller. On a testé des trucs qui étaient quand même très Agile Software, Agile on Product. Et ça n'a pas collé, parce que ce n'est pas un produit qu'on incrémente l'IA. Donc effectivement, au départ, ça n'a pas collé. On a testé des ateliers classiques, ça n'a pas collé. On a dû en réinventer d'autres. Et c'est ça, et si on l'a réussi, c'est le deuxième point clé, c'est qu'en fait, j'ai directement travaillé avec les équipes. On a travaillé avec les équipes. Ils ont autant incrémenté que moi le produit. Donc il n'y a pas eu une personne qui l'a créé, il y en a eu plein. Il y a eu les équipes, il y a eu d'autres coachs, donc Gérald, qui est là, qui ne présente pas aujourd'hui, mais qui nous a énormément aidé à faire évoluer le produit. Donc qui a été présent pour tout ce qui était systémique et tout, ça nous a donné une grande aide. Et les équipes, et Jean-Baptiste, et tout le monde, qui nous a vraiment aidé à le créer. Donc ça, c'était vraiment les premiers points que je pouvais créer. Et toutes ces réflexions, tous ces premiers ateliers de base qui ont pris un peu de temps, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, on partait de quelque chose de vraiment nouveau, ça nous a permis de poser ça, ce qu'on a appelé l'Agilephoria. Alors vous verrez, quand on veut le présenter, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on a un petit peu galéré au départ. Voilà ce que c'est l'Agilephoria. On peut arrêter donc la conférence ici. Vous avez tout compris maintenant. Vous avez les 4 étapes, donc tout va bien. En fait, on a, pour se caler à un process de machine learning, à un process cohérent, on l'a divisé en 4 étapes. La première, ça a été ce qu'on appelait la CEJ. On en reparlera après, je rentrerai dans les détails de chacune de ces étapes ensuite. En fait, c'est ça, la grande nouveauté, c'est passé ici. C'est réellement là qu'on a le plus travaillé. Vous pouvez le mettre sur une notion de cadrage, de design thinking, de choses comme ça. Donc vraiment le moment
où on va préparer tout le reste. Et en fait, vous verrez à terme que les 3 autres étapes, eh ben, en fait, elles se nourrissent et elles s'enrichissent en fait, de la CEJ, puisque c'est tout là qu'on va mettre. Et c'est là, effectivement, qu'on a eu le plus gros du travail. Donc vous verrez, c'est une multitude d'ateliers, c'est une multitude de formations, avec des cadres très précis, puisque ça va correspondre exactement au machine learning. Ce n'est pas des ateliers complètement génériques, même si vous retrouvez des ateliers que vous connaissez, mais on les a vraiment adaptés à la notion de machine learning et d'IA. La deuxième, c'est le POC. On en a parlé tout à l'heure, c'est là qu'on valide les hypothèses. On a les besoins métiers, on va valider que les hypothèses et qu'on peut le réussir. En fait, ça a été la plus grosse difficulté. Comme j'expliquerai tout à l'heure, l'industrialisation, c'est jamais que monter une chaîne DevOps, c'est jamais que remettre le green coding en place, de consolider le code et tout. Mais on a déjà le modèle qui est prêt à partir de ce moment-là. Le run the model, c'est le modèle qui est en prod. Donc ensuite, on rentre dans un agile un petit peu plus classique de modèle en prod, donc comme du software en prod. Le gros du travail, la grosse difficulté, ça a été le POC. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste vous l'a super bien expliqué tout à l'heure. On a cette problématique qu'on ne sait pas toujours ce qui va se passer. Et essayer de mettre de l'agile sur un truc où vous ne savez pas ce qui va arriver, c'est pas super facile quand même au départ. Donc en fait, le but a été de cadrer en permanence et de faire en sorte que, j'ai complètement oublié le mot d'ailleurs, excusez-moi, et que faire en sorte que cadrer en fait ces problématiques, j'ai oublié le mot, excusez-moi, j'ai un gros trou de mémoire là tout de suite à l'instant, hein, m'en voulez pas. Ouais, donc en fait, c'est vraiment de cadrer, on a cadré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer dans ces 4 étapes. Et alors, tout ce qui est entouré de vert, pour information, c'est parce que je vous présenterai aussi ce qu'on a évolué en termes de RSE dans chacune de ces étapes. Parce que ça aussi, ça a été une autre difficulté. Donc la première étape, ça sera la CEJ. Voilà à quoi correspond la CEJ. C'est ça qui est très important. La première chose, mais je reviendrai après parce que c'est sans doute l'atelier le plus important, celui qui a changé complètement la manière dont on a abordé l'IFA, c'est la Process Travel Journée. Je ne reviens pas tout de suite. Ça va permettre de créer un modèle Jira, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et vous verrez que c'est là en fait la différence du mindset entre je vais faire un sprint planning, je vais définir des user stories, je vais les intégrer, les estimer, les mettre dans mon sprint. On n'a pas du tout fait comme ça, parce qu'on ne pouvait pas. Ensuite, ça a été le quiz. En fait, on a fait des quiz sur 3 niveaux. Pourquoi ? L'objectif n'était pas de former les gens forcément au machine learning. L'objectif n'était pas de transformer ces gens en data scientists ou que ce soit. L'objectif, c'était qu'on se comprenne. On s'aperçoit que même si ça peut bosser beaucoup avec les métiers, un métier à la base, lui, il y a des PO qui arrivent, il y a des choses comme ça qui n'ont jamais vraiment travaillé là-dedans. Et du coup, on se retrouvait à certaines réunions, je pense que vous l'avez tous vécu, hein, quel que soit le projet, en fait, on ne se comprenait pas. On n'est pas le même vocabulaire. On n'avait pas du tout le même vocabulaire, on ne savait pas de quoi en parler, en fait. Donc on a créé ces 3 crises qu'on a décidé de passer aussi en présentiel, parce que c'était fun. On a fait des trucs très fun dans le quiz pour que justement, déjà on apprenne à se connaître, on apprenne à se lier, avec l'objectif très simple de ces quiz-là, c'est qu'une fois qu'on avait passé les 3 niveaux, on était capable de se parler. Alors oui, encore une fois, un PO, elle n'allait pas développer des modèles, elle n'allait pas faire des modèles mathématiques, elle n'allait pas faire du Python, mais au moins, on était capable de se parler dans une réunion. Et bien déjà, ça enlève énormément de choses, parce qu'on a moins de tension, on a moins de choses, on sait de quoi on parle, on sait comment on avance, et sur les divers ateliers par la suite, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a posé une autre réunion, c'était le comment travailler ensemble. En fait, autant d'un point de vue machine learning, je vous expliquerai dans le process Travel Journée, il y a énormément de choses qui se répètent, donc on a pu capitaliser là-dessus de projet en projet. Autant, on a vraiment posé cette réunion pour connaître les gens avec qui on travaillait et comment ils souhaitaient travailler. Donc là, on était agile, parce que en fait, la façon de travailler, elle a dépendu entièrement de qui on avait en face. On restait sur les bases, hein. On faisait tous les ateliers, on faisait les modèles Jira, on faisait les suivis au terme du POC, on faisait tout ça, mais sur les ateliers, sur les réunions, comment vous voulez en faire, comment on fait pour suivre le POC, à quelle fréquence, tout ce qu'il en était, ça on le décidait avec tous les intervenants avant le début du projet. Ça a facilité beaucoup de choses aussi, parce qu'on pouvait s'adapter à ce que pensaient les intervenants, on pouvait s'adapter à ce qu'ils voulaient faire. Alors ça demandait plus de travail qui arrivait effectivement avec on fait telle réunion à telle heure, telle réunion à telle heure, telle réunion tel jour. Effectivement, mais on a beaucoup pu s'adapter. Ensuite, l'autre point, c'était les rôles et juridictions. Alors ça, c'est un gros problème aussi, parce que dans le machine learning, on a des rôles très précis. Des data models, des data owners, on a beaucoup de choses comme ça.
Et on a un peu essayé, encore une fois, ça a été le raté un peu du départ, de coller ces rôles-là à des rôles agiles. Ok, donc mon data owner, on va dire que c'est lui qui fasse le PO. Mais en fait, ça ne correspondait pas, parce que les tâches de ces différents rôles ne correspondent pas complètement à ce que devait faire un PO. Donc, on a fait les relais juridiction. Donc, prenez simplement des petits personas, et on a défini avec chaque personne ce qu'il faisait, quel était son rôle dans les 5 rôles précis du machine learning, et quelle était sa juridiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait. Ensuite, on a collé ça un peu partout. On en a fait des dessins, comme vous voyez, on a beaucoup de dessins. On a fait des dessins, on en a fait plein de choses, et comme ça, tout le monde pouvait s'y reporter, s'y référencer. Et surtout, on était d'accord à la fin. Alors, je ne dis pas encore une fois que ça enlève à un moment toutes les problématiques, hein. Il y en aura toujours, mais je ne suis toujours pas dans la caméra, excuse-moi, je reviens, je bouge beaucoup. Mais concrètement, on a pu définir rapidement ce que chacun faisait, où il était. On allait plus loin, on posait aussi où il était, et comme il y a des notions de télétravail, on posait aussi quel jour il était présent sur site, quel jour il ne l'était pas, pour qu'on puisse ensuite bien définir nos rituels. Est-ce qu'on les faisait en physique pour certains ou pas? Est-ce qu'on déplaçait? Dans quel bureau tu étais? Tout ce qu'il en était. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le machine learning. Là, on a fait les critères d'acceptance du POC. On ne l'avait pas fait au début, cet atelier. Et du coup, sur le premier projet, on s'est aperçu quand même que même si on avait bien cadré, même si on savait où on allait, même si on avait fait la LIP, dont je parlerai après, qui est un des plus importants aussi, on n'avait pas les critères d'acceptance de comment on allait dire que le POC était valable ou pas. Parce qu'on ne l'avait pas posé. Donc ça, vous pouvez le reporter à n'importe quel software, il n'y a pas de souci, mais on ne savait pas s'il était valable ou pas. Donc du coup, sur le premier projet, on s'est retrouvé un peu dans cette problématique. C'est comme si on avait dit, vous mettez aucun critère d'acceptance dans votre user story. Ça va pas être super. C'est même pas super recommandé. Mais là, en fait, on va le mettre au niveau du POC. Comme je vous rappelle, le POC, c'est qu'on a une hypothèse. Donc, on a des indicateurs dans lesquels je vais aller chercher s'ils ont les bonnes datas pour le faire, et je vais aller tester les résultats de mon modèle. Mais on n'avait pas les critères d'acceptance. On ne savait pas dès le départ si c'était, on attendait du 80%, du 90%, du 50%, si on avait les bonnes datas, si on avait les bonnes données. Donc on a rajouté cet atelier ensuite. Donc c'est un atelier où on va définir tous les critères d'acceptance, toujours avec les métiers. Vous remarquez que tous ces ateliers, tous les parties prenantes sont là. Ça s'est très bien passé, ils ont accepté rapidement. Donc je crois qu'en fait tout le monde est prêt à faire ce genre de choses-là. Parce qu'aujourd'hui les gens sont plutôt ouverts, des années sont passées, ça a infusé. Et quand on parle de ces choses-là, même les métiers sont plutôt ouverts là-dessus. Donc on a fait les critères d'acceptance du POC et ça nous a amené à la LIP. En fait la LIP, je vais l'imager comme ça. Je pense que tous, vous savez ce que c'est une user story map. On va mettre nos épiques, on va découper en user story et ainsi de suite. C'est un peu la même chose. La façon de l'animer, la façon de le vivre est la même, sauf qu'on fait des indicateurs. Donc en fait, et c'est là aussi qu'on rentre beaucoup de RSE. Donc on fait des indicateurs. Ça veut dire que dans mes indicateurs, si je prends un exemple, typiquement la fragilité PME, ça je peux? Non? Donc, je ne prends pas d'exemple. Typiquement, je prends un exemple. Je vais définir que mon indicateur, il doit faire telle chose. Avec tout le monde, les data scientists, on va vérifier, on va définir, parce qu'on est capable de le savoir au début, dans quel pool de data il peut se trouver et quelle en est sa priorité. D'accord ? La priorité va aussi nous servir d'un point de vue RSE. Donc, pour effectivement travailler sur le juste besoin. Ce qui est super important. Et ça, on va le faire pour chacun des indicateurs, chacun des choses qui sont attendues par le métier. Ça a deux choses importantes. Déjà, on a pu définir avec le métier, c'était quoi vraiment le réel besoin. Donc, on n'est plus dans une recherche permanente de besoins, des besoins qui changent. Et parce que chaque besoin qui change en machine learning, ça veut dire qu'on va les fouiller dans des datas. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et vous pouvez demander à Jean-Baptiste, c'est une des tâches les plus chronophages qui existent dans un projet de machine learning. Donc on définit bien ça, on le fixe, on se met vraiment d'accord, mais surtout c'est un autre point sur une image qui a donné une des personnes de l'équipe que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'avant machine learning, vous étiez dans un champ, vous aviez des datas partout, mais le champ était immense et vous ne saviez pas où chercher. Après la LIP, donc ces notions d'indicateurs qu'on a posées, il dit on faut encore chercher, mais au moins on a des indicateurs, on a des petits panneaux indicateurs qu'on a mis à certains endroits, et donc on sait qu'on doit chercher là. Donc, on passe de 30-40 jours pour chercher des datas à plus 10-15 jours. Donc, c'est super important. S'il a vraiment été super important, cet atelier, parce que c'est vraiment lui
avec lequel on a pu cibler cette tâche chronophage et cette incertitude, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, donc cette incertitude et les tâches chronophages. Je n'ai pas parlé du process travel journée parce que c'est très spécial. En fait, concrètement, si je ne peux pas incrémenter un produit avec des user stories, comment je fais? On s'est basé en fait sur le process. Un projet de user story, de ce qu'on a vu sur un projet de machine learning, de ce qu'on a vu, a entre 70 et 80% de tâches qui sont répétitives de projet en projet. Faire des data go, ouvrir un lab, on le fait tout le temps. Donc ce qu'on a fait dans la process travel journée, c'est qu'on a tracé tout ça. On a fait un mind mapping, on a mis les grosses tâches, cadrage, et on a tout tracé. Qu'est-ce que vous faites dans tous vos projets de machine learning? On a tracé, jusqu'au bout où on pouvait aller. Et ensuite, on a défini, donc avec les data scientists, les devs, tout le monde, on a défini concrètement c'est quoi qui se reporte de projet en projet. Par exemple, comme je le dis, accéder au DataGo, donc accéder à des données de prod, non pas forcément des données de prod, dans tous les cas, pour tester les modèles, pour valider le POC, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ouvrir un lab, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Tout le temps, continuellement. On le fait obligatoirement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un modèle Jira, où on a reporté tout ça sur une notion d'épique et d'user story. Ensuite, en sprint planning, quand on est passé dans les différentes étapes que je vous ai montrées juste avant, quand on est passé en phase de POC et tout, on a créé que 30% du user story en plus. On a repris dans le modèle qu'on avait et on a remis ces user stories dans notre sprint. Le grand point, c'est qu'on était capable de les estimer. Donc, capable de livrer, capable de se lier à d'autres équipes. Puisque c'est des tâches qu'ils font tout le temps. Donc, c'est des tâches qu'on connaît. On les a extrêmement bien coupées, extrêmement bien séparées. Donc, du coup, on a été capable de les estimer. Ce qui a fait que, typiquement, il y a des équipes de machine learning qui sont rentrées dans des trains aujourd'hui et qui ont été capables de se lier aux autres. Parce qu'on a réellement pu estimer les tâches. C'est la grosse difficulté, hein, estimer des tâches en machine learning. C'est arrivé plus tard, ça, parce que c'est vraiment là que se retrouve le mur. Je pense que d'ailleurs, il y a une conférence qui a été faite hier où ce sujet a été très très bien remonté. Cette difficulté à pouvoir estimer des user stories. Donc c'est ce qui nous a fait le process travel journée. Tous les trucs comme cadrage sont devenus des épiques. Et tout ce qui était se reporter de projet en projet, on l'a transformé en user story. Ça a représenté à peu près 70%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas fait que sur un seul projet. On a repris ce modèle et on l'a importé sur d'autres projets. Et on s'est aperçu que ça correspondait super bien aussi. Donc du coup, on a gagné du temps et du jour. Je vais me speeder. Du coup, je parle beaucoup trop. Voilà, donc on a gagné du temps, on a gagné des jours, et au niveau RSE, on a beaucoup agi là-dessus. Ensuite, on est arrivé à la phase de POC. Le POC, il a été alimenté par trois choses. La LIP, je pense que ça, vous l'avez compris, c'est là qu'on a les indicateurs, les critères d'acceptance du POC, c'est là où on va aller, le process travel journée, parce qu'on avait le modèle Jira. Donc, il était plus simple de pouvoir poser et pouvoir estimer. Ensuite, il y a eu 3 sorties. On a validé le POC. Donc en fait, on avait des réunions toutes les semaines, mais ça on le définissait au tout départ, où on présentait les résultats du POC. C'était la validation du POC, qui a amené la base de l'industrialisation, puisqu'ensuite on allait industrialiser tout ça, et qui a amené les règles de green coding. Ça, c'était un autre problématique, parce que faire du green avec du Python, c'est pas la chose la plus facile du monde. Donc en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a fait un gros truc, c'est qu'on a développé un plugin donc, qui était capable en fait, de calculer l'impact de chacune de ces lignes Python ou de ces classes d'un point de vue E, dans ce cas-là, plutôt d'un point de vue écologie, donc d'un point de vue consommation ressources avec les serveurs. On s'est servi de ce plugin, ça a plutôt très bien fonctionné, ça a permis en fait effectivement qu'on voit que certaines manières qu'on avait de coder n'étaient pas forcément les bonnes, et on a repris d'autres façons qui consommaient beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment la base du POC. Comme je dis, le POC a été le plus compliqué parce que c'est là qu'il y a le plus d'incertitudes, mais on l'a beaucoup cadré avec le modèle Jira et avec le suivi permanent de la LIP, donc du cadrage du besoin, et le fait qu'on voyait régulièrement, très régulièrement les métiers qu'on avait intégrés très tôt au process. Ça, c'est pas un secret, on le sait tous, hein, quand on intègre les métiers au process, c'est plus facile. Ensuite, on a eu la phase d'industrialisation. Au final, on n'a pas changé grand-chose, parce que la phase d'industrialisation, comme je le dis, c'est mettre en place du DevOps, c'est reprendre du code et le consolider, et c'est faire en sorte ensuite qu'on puisse livrer automatiquement les modèles. Alors, on a quand même eu un gros travail sur la chaîne MLOps, parce que les chaînes DevOps aujourd'hui ne correspondaient pas complètement, pour pas
complètement, on va dire, à ce qu'il fallait pour pouvoir livrer des modèles. Donc que ce soit le stockage des modèles, du code et compagnie, ils prenaient des packages en entier. Donc là, on a fait quand même un gros atelier là-dessus pour arriver à une chaîne vraiment MLOps, donc qui correspondait véritablement à ce qu'on attendait, donc avec d'autres plugins Jenkins qu'on a testés, qu'on a un peu retouchés, qu'on a fait plein de choses. Mais au final, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas touché à grand-chose. Parce que c'est très facile à séquencer, mettre en place une toolchain, mettre en place des repos, mettre en place des choses comme ça, c'est simple, on sait faire, on sait estimer. Donc comme vous voyez, les deux phases de gros travail se sont vraiment passées sur les deux premières. Et là, concrètement, on n'a pas fait grand-chose, parce qu'on est revenu sur un Agile on Run, où il y avait un modèle qui vivait en prod, où on regardait si on respectait les SLA, et quand le modèle devait être soit évolué, soit corrigé, ou des choses comme ça, on agissait un peu comme du run, hein, tout simplement. Donc là, sur ces deux derniers, on n'a pas eu grand-chose à faire. On s'est vraiment concentré sur les deux premiers. Je vais un peu vite. Et il y a eu la RSE. Alors la RSE aussi, ça a été bien. Donc on a eu juste besoin. Je vous expliquais tout à l'heure comment on a fait juste besoin. On était aussi capable de savoir à travers les datas, plus ou moins par l'expérience, ce que ça pouvait faire, ce que ça pouvait consommer. Et on se basait aussi sur les priorités métiers. Et donc, on a travaillé vraiment au juste besoin. J'ai énormément poussé les métiers dans les ateliers à leur dire « mais ça, est-ce que tu en as besoin ?» Vraiment, tout de suite, à l'instant. On a même supprimé des features, des choses comme ça, parce que c'était une chose importante. On sait que le juste besoin, c'est la base de tout RSE. C'est peut-être une des choses les plus importantes, pour moi, plus que le green coding et autres. C'est pas faire des tonnes de besoins dont on se servira à peine. D'ailleurs, on peut même le mesurer en prod ensuite. On a fait beaucoup de green coding et data cleansing. Alors, le data cleansing en Python, c'est simple. Il y a des librairies pour, donc on n'a aucun problème à le faire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le green coding, c'est un peu plus compliqué parce que le Python est un langage très facile en fait à appréhender. Au bout d'une semaine, n'importe qui peut coder en Python. Mais du coup, il y a tellement de façons de faire, on se retrouve toujours tombé sur ses pattes, que des fois, on va mettre des lignes de code en trop, qui vont consommer, qui vont faire tout ça. Et c'est un des problèmes du Python. Peut-être, alors c'est son point fort, sa facilité, mais un de ses problèmes, c'est aussi qu'on peut coder un peu tout et n'importe comment, ça va fonctionner quand même. Donc pour ça, on a énormément travaillé, effectivement, sur cette notion, comme je vous ai dit, ce plugin, ces consommations ressources de chacune de nos lignes de code, de nos classes, de nos appels, effectivement, aux librairies, et tout ce qu'il en était. L'important, c'est que ça a aussi impacté les scénarios choisis en fin de POC. Parce que les scénarios, le truc en machine learning, c'est la question, elle se pose. Est-ce que tu veux un modèle qui est super performant, qui répond à absolument tout, mais qui va consommer énormément? Ou un modèle un peu moins performant, mais qui va consommer moins, mais qui va quand même répondre à ton besoin? Vous voyez que les deux sont très très liés. On n'a pas travaillé sur le E, on a travaillé sur le S en fait, aussi. On a associé tout le monde, d'entrée. Il n'y a pas eu, je crois, à un moment, un atelier qui s'est fait qu'avec certaines personnes et pas d'autres. On a vraiment associé tout le monde. C'est pas facile, parce que pour que tout le monde vienne, il faut qu'ils trouvent un intérêt. Il faut qu'ils trouvent une valeur aux ateliers qu'on va leur proposer. Sinon, vous faites comme moi, ou comme tout le monde. Si vous n'avez pas de valeur, vous n'y allez pas. C'est souvent comme ça, quoi. On a vraiment associé tout le monde. Tout le monde. On a mis en place des dispositifs en permanence aussi pour avoir les retours, pour avoir du feedback. Et pas que par les rétros. On a vraiment fait d'autres choses pour y avoir des feedbacks permanents avec tout le monde. On a eu à la fois du feedback sur le modèle, mais à la fois aussi du feedback sur comment on travaillait. On s'est vraiment en permanence occupé de ça. On a changé des choses. 5 minutes. C'est tout. Bon. Donc on a changé pas mal de choses et ce feedback nous a aidés. Le DevOps for IA, bien sûr. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a beaucoup travaillé sur une toolchain qui était peut-être moins consommatrice, mais surtout qui correspondait à nos besoins. Parce que ça n'existait pas complètement encore, en fait. Il y a un petit plugin Jenkins, mais la personne qui s'en occupe a dû bien revoir, bien retravailler dessus aussi, quoi. On utilise aussi la Green User Story. Alors, ça a été présenté l'année dernière ici, et on a trouvé l'idée super bonne. C'est Gérald qui nous l'a apporté, justement. Et on a trouvé l'idée super bonne, et on a travaillé dessus. Donc, en fait, on a une User Story classique. Mais si vous vous rappelez, on a beaucoup regardé, nous, de notre côté, les notions de code, les notions d'aller-retour, les notions de data en amont. Et du coup, on a rajouté le en veillant à et en se limitant à. En veillant à ce que je n'aille pas dans trop de pôles de données, en se limitant à ce que j'ai une telle consommation ou mon tel besoin ou tout ce qu'il en était. Ça, c'est venu de tous nos ateliers de départ, de tous nos ateliers de base qui nous ont permis de remplir la Green User Story. Et ça a été bien. Ça a vraiment bien fonctionné. Ça a été sympa, un peu compliqué à comprendre au départ, ce qui est logique, mais petit à petit, tout le monde est un peu rentré dedans. Et au final,
Et ben on est arrivé sur un truc comme ça, parce qu'on n'a pas fait juste une idée, un process qu'on va mettre sur un PowerPoint, on en a vraiment créé un produit. Donc en fait, ce produit-là, vous avez le déroulement des ateliers. Dans chaque atelier, vous savez les explications avec les règles de comment il faut l'animer, de comment ça se passe, de comment ça se fait. Tout le monde y a accès, toutes les parties prenantes qui peuvent travailler dessus y ont accès. Vous pouvez avoir accès au quiz quand vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez tous les différents ateliers, tous les différents modèles Jira que vous pouvez importer quand vous le souhaitez. Tout est là. Donc tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a mis en place, on l'a mis dans un produit accessible à tout le monde. Parce qu'on a toujours l'objectif de se dire que quand on travaille une équipe, si elle n'est pas autonome, c'est un petit peu qu'on a raté. Donc on a vraiment poussé à l'autonomie. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste en reparlera sans doute, mais les équipes sont capables de mener leur process toutes seules. Et ça leur a vraiment donné une possibilité de le faire. Tout est là. Les formations sont là, les quiz sont là, les boîtes à outils sont là, les explications de la toolchain sont là, tous les ateliers sont là. C'est sous Klaxoon. Vous cliquez dessus et vous y êtes. Et du coup, tu veux peut-être dire quelque chose ? Déjà, merci. Voilà. Donc, voilà, en effet, là, tout ce toolkit qui a été développé, ça nous permet d'avoir des outils beaucoup mieux adaptés à nos problématiques propres à l'IA et puis du coup augmenter la satisfaction de tous les partenaires et puis mieux délivrer les projets. Jean-Baptiste ne va pas le dire, mais il y a quand même un point que moi je vais vous souligner parce que je ne l'avais jamais vu. 800 jours pour un projet. Et tu as économisé combien sur le projet ? Ouais, plus une centaine. Hein. Voilà. On a économisé une centaine d'euros en appliquant la méthode. Une centaine d'euros. Non, je vous assure, un petit peu plus qu'une centaine d'euros. Sinon, ça n'aurait pas été super intéressant. Hein. Voilà, c'est en fait là pour 2 jours, on va dire. Voilà, quand on parle d'industrialisation, nous 70% des projets qu'on fait sont menés à la phase d'industrialisation. Dans les modèles de scoring qu'on a évoqués, c'est des centaines de variables en entrée de ces modèles. Donc on a des modèles avec 400 variables en entrée. Donc voilà, on est dans des volumétries assez grosses. Et du coup, la réduction de toute cette partie exploration, savoir être plus précis, du coup, ça nous fait un gain d'efficacité qui est matériel à la fin. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que pour moi, c'est ce qui valide un modèle aussi. Que dans l'opérationnel, ça a servi à quelque chose. On est très opérationnel. Bon, du coup, avez-vous des questions ? Je passe mon micro. Ah non, il y a rien qui a un micro. Ah, c'est pour ça les signes tout à l'heure. C'était ça ? Ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions ? Non. On a été si clair que ça ? Ouais. Non, c'est pas possible. Il semble que non. Alors, 2 questions. Pourquoi s'orienter vers Scrum et pas Kanban ? Et pourquoi pas de MVP ? Tu veux répondre ou je réponds ? Alors, pourquoi Scrum et pas Kanban ? Parce que de toute façon, on l'a fait en Kanban aussi. Donc, c'est pas ni Scrum ni pas Kanban, mais la demande de base pour pouvoir s'intégrer au mieux dans les trains, c'était réellement de pouvoir le faire en Scrum. On sait que quand tu as du Scrum dans du Kanban, dans tes trains, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a un moment, il faut atterrir, quoi. Tu vois ? Donc, c'est effectivement pour ça que, de base, on a vraiment travaillé sur Scrum. Ça aurait pas été plus simple en Kanban. Parce qu'on peut se dire que ça aurait été plus simple, on aurait pris une tâche, on l'aurait tirée. Mais à un moment, il faut les terminer, les tâches. On avait toujours cet objectif de livraison à la fin. C'est très important, et même en machine learning, on a toujours gardé cet objectif. Le fait qu'on savait qu'ils allaient s'intégrer dans des trains safe, qu'il fallait quand même qu'on colle avec les autres équipes, sinon ça ne sert pas à grand-chose, j'ai envie de te dire. Il faut que quand les équipes ont des adhérences avec nous, il fallait qu'on se colle et qu'on se cale avec. Donc c'est la raison pour laquelle on a vraiment posé cette notion de Scrum. On a beaucoup travaillé sur le modèle Jira pour pouvoir l'estimer, justement. Et pourquoi pas le MVP ? Tu peux préciser plus ta question ? C'est très bien, on le fait dans le POC, en fait, tout simplement. Et voilà, en fait, le POC, c'est vraiment ce qui nous permet de voir que le modèle répond aux attentes. Et en fait, une fois que le modèle répond aux attentes, on a une phase de pilote qui est assez light, qui permet, ça correspond à un petit MVP. Mais du coup, nous, on avait envie dans la méthode de vraiment faire le focus sur le POC pour gérer ces problèmes d'incertitude. Et puis après, le MVP, il est assez facile à mettre en place.
Il y a une question Ouais, pour c'est vous. ce que je disais tout à l'heure, on l'a pensé pour le machine learning. C'est ça qui est important. On s'est pas dit, on va prendre le machine learning, on va le bouger dans tous les sens pour le mettre dans un Scrum. On a eu la démarche inverse. On va prendre les process Scrum et on va les bouger dans tous les sens pour qu'ils correspondent au machine learning. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question, c'est déjà quel était l'effectif, le nombre de personnes qui a collaboré sur tout ça, et est-ce que ça a été un frein, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, parce que c'est beaucoup de gens, donc forcément des profils différents, donc forcément des façons de travailler à adapter, etc. Et comment ça s'est passé? Oui, alors là, mon équipe, c'est une douzaine de data scientists, voilà, purement data scientists. Et puis, les collaborateurs métiers, on en a pas mal. Là, il y avait beaucoup. Là, il y avait, par exemple, il y avait un gros projet là, sur lequel on avait mis en place la méthode. Les réunions de travail, de présentation des résultats, c'était une vingtaine de personnes côté métier qui venaient assister. Donc voilà, on a cet aspect volume, et c'était juste voilà, un projet sur lequel j'avais 5 personnes de l'équipe qui travaillaient. Et en termes d'interlocuteurs, oui, nous, on a beaucoup de, je sais pas, on a une quinzaine d'équipes partenaires avec lesquelles on travaille en interne. Alors pour les difficultés, bah effectivement, tu as raison, c'était des profils complètement différents. Mais déjà, en fait, le quiz a aidé. Je peux vous assurer que le quiz a vraiment aidé. On ne peut pas vous montrer tout de suite, mais il a vraiment aidé. Et on l'a vraiment orienté à parlons ensemble. Ça a aidé, parce qu'on a eu le même vocabulaire. Ensuite, bah, ça a été de l'animation. Déjà, il y a eu la chance quand même, hein, je vais quand même le dire, qu'il y ait une équipe qui a été très ouverte au changement. C'est assez typique quand même d'un data scientist qui, à la base, est quand même là en permanence pour faire des choses nouvelles. Elle a été ouverte au changement. Donc, je n'ai pas rencontré de difficultés là-dessus. On avait une équipe qui était ouverte au changement, qui voulait le faire, qui l'avait demandé. Donc, il y avait vraiment une demande de leur part. La difficulté, c'est un peu plus posée, effectivement, à certains métiers, certains sponsors, qui, de base, avaient leur façon de travailler. Et on arrivait avec quelque chose d'un peu nouveau. Donc, on a dû leur prouver aussi, sur des tout petits projets, des tout petits trucs, que ce qu'on faisait fonctionnait. Et c'est toujours la même chose, en fait. On a prouvé que ça fonctionnait. Et du coup, on sait tous que quand on prouve que ça fonctionne, on a moins de difficultés. Sinon, on a eu besoin de beaucoup d'animation et de présence. Si vous vous lancez là-dedans, je pense que ça a été dit par les équipes, c'est un point qui a été relevé même par les métiers, il est mieux de se faire accompagner au départ parce qu'on a besoin vraiment d'un coach qui est en présence. Moi, j'ai pratiquement travaillé qu'avec eux depuis le début. Alors que j'avais peut-être d'autres missions à faire au sein de la Société Générale, mais j'ai vraiment travaillé qu'avec l'équipe de machine learning. Parce que c'est quelque chose où on devait être là en permanence. Je dis, même Gérald nous a rejoints à la fin parce qu'il y avait besoin d'entretenir, d'animer, de parler avec les gens. Et ça a été là le vrai secret. Parce qu'on a beaucoup animé, on a beaucoup parlé avec les gens, on s'est beaucoup posé avec eux. Quand il y avait des tensions, on les a gérées. Je les ai gérées à ma façon, je suis un petit peu... mais on les a gérées. Et on ne les a pas gérées en mode... on va faire ça, ça a failli un moment, mais on est passé à côté. On les a vraiment gérés, attendez, on va vous apporter. Non, regardez la valeur qu'on vous apporte, regardez ce qu'on peut vous apporter. Et du coup, je le disais au départ, ça a été compliqué au départ parce que les mindsets d'un data scientist ne sont pas du tout les mêmes que les mindsets d'un développeur. Donc moi aussi, il a fallu que je m'adapte. Même si je connaissais ce qu'était le machine learning, même si je savais développer, même si plein de choses, je n'étais pas data scientist. Donc il a fallu que je m'adapte aussi à ce mindset-là. Et c'est intéressant parce que tu as presque autant d'adaptation du coach que des équipes sur le nouveau modèle. Donc voilà, ça te donne aussi une des clés. Faut s'adapter, tout simplement. Et alors surtout pas de tour d'ivoire, parce que là, les choix, ils n'auraient pas supporté. Bonjour et merci pour Salut. votre partage. J'ai mis un petit 4 sur 5 au rôti, mais surtout je t'ai laissé mon adresse mail pour que tu m'envoies ta boîte à outils méthodologique. Et du coup, Écoute, je te permettrai que ça soit Jean-Baptiste qui gère la chose. Oui, on en parlera, il n'y a pas de souci. quand est-ce que vous écrivez le bouquin de Agile for AI pour qu'on puisse l'appliquer chez nous? C'est une bonne question, on en discutera après. Non, en tous les cas, merci, ouais, c'est très sympa. C'est vrai que, je l'aurais dit, hein, on arrive quand même, on l'a dit tout à l'heure, dans un monde où l'IA va avoir un impact très fort, où concrètement les sociétés auront besoin d'être accompagnées, hein, je pense que tout le monde le sait, où on va devoir rentrer dans ces process-là, et il y a de la demande en ce moment, je ne vous dis pas, il y en a beaucoup. Oui, voilà, donc merci pour tes remarques, c'était super sympa.
D'autres questions? Parce qu'on... Oui, une ou deux questions encore? Bonjour et merci. Je voulais savoir de manière très opérationnelle comment ça se traduit l'arrivée de l'IA dans les agences bancaires ou dans les centres d'affaires. Est-ce que ce sont des propositions qui sont poussées aux conseillers ou est-ce que ce sont des choses qui sont automatiquement poussées par mail ou via l'applicatif aux clients? Alors, nous, on est dans les domaines bancaires, on est sur des processus assez complexes, souvent critiques. Donc, du coup, autant, par exemple, les gens comme Amazon, etc., peuvent pousser directement des choses aux clients. Nous, c'est plus difficile. C'est d'abord des process plutôt back-end qui sont automatisés. Et d'autre part, c'est surtout des choses... en fait, il y avait plein de... En fait, la banque fait beaucoup de prédictions depuis longtemps. Voilà, c'est au cœur du métier. Et du coup, ces systèmes de prédiction sont améliorés par l'IA, première chose. Deuxième chose, on a par exemple des demandes directement du régulateur. Là, par exemple, la CPR avait demandé aux différentes banques françaises de mettre en place des systèmes d'IA pour identifier les clients qui sont en risque de fragilité financière, par exemple. Voilà, ça c'était une demande directe. Et ces systèmes-là, du coup, c'est du back-end. Voilà. Et là, il y a toute une réflexion autour de gains opérationnels qui peuvent être mis en place pour faciliter le travail des conseillers. L'IA, aujourd'hui, c'est vraiment gagner en efficacité sur des tâches répétitives où on voit, où on a beaucoup d'exemples. Voilà, donc, par exemple, tout ce qui est aussi identifier, tout ce qui est client à risque, etc. Aussi sécurité des transactions. Donc là, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc voilà, c'est différents systèmes. Et après, il y a toute une gouvernance propre de ces systèmes internes. Alors là, on parle beaucoup d'IA Act, etc., gestion des systèmes critiques, etc. En fait, dans le domaine bancaire, on a déjà toute une gouvernance qui est finalement assez proche de ce qui va être proposé par l'IA Act, c'est-à-dire qu'on a des audits internes de tous les modèles qui sont utilisés. Et puis après, on a les autorités de contrôle qui viennent à leur tour faire des audits de ces modèles. Du coup, je vais rebondir juste sur un truc. Tu en as parlé, il va y avoir des évolutions. Ça va être le mettre à l'échelle. Déjà, quand on aura plus d'équipes IA qui vont travailler ensemble, il y a déjà des sociétés qui ont beaucoup d'équipes IA qui travaillent ensemble. On est en train de travailler pour le mettre à l'échelle, pour en faire quelque chose de plus systémique à l'échelle. C'est une des dernières tâches qu'on a fait avec Gérald. Et les autres points, c'est que ça va évoluer tout le temps. Tu en as parlé. Il y a l'IA Act. Là, on va devoir faire évoluer des choses sur notre modèle pour vérifier qu'on respecte bien ces règles et ces lois. Il y a plein de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouvelles choses, de nouveaux modèles. Tu parlais tout à l'heure de l'impact de l'IA, mais il y a des choses aussi comme Copilot, des choses comme ça qui vont arriver et qui vont forcément changer beaucoup de choses. Et on va le faire évoluer. Et c'est vraiment pas un modèle figé, c'est un modèle qui va devoir évoluer, donc qu'on va sans doute aussi, qu'on va aussi présenter à la communauté pour qu'elle puisse travailler et le faire évoluer aussi. Et c'est des choses qu'on va faire évoluer en permanence et il ne sera pas figé. Et vous dites, on est déjà en train de penser à l'échelle, de penser à la systémique, de penser à plein de choses. Il y a une dernière question? On a deux alors. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis très intéressée par le passage à l'échelle aussi. Tout à l'heure, tu as parlé de la difficulté de mapper des rôles Scrum Master, PO, enfin PO, tu as dit, sur des rôles. Voilà. Au final, est-ce que dans l'équipe, vous avez un Scrum Master et un PO? Et si oui, est-ce qu'il y a des particularités? Alors, on a un Scrum Master, mais oui, il y a des particularités. Puisqu'il va quand même être toujours responsable des rituels, il va toujours être protéger l'équipe, donc c'est tâche de base. Mais il est aussi responsable du modèle.
Ce que n'est pas forcément un Scrum Master. Mais lui, il l'est. Donc oui, alors à un moment, on a arrêté. Hein. On a essayé de matcher. On s'est dit non, mais non. On a zappé tout. Et on s'est dit, on prend les rôles et on fait comme on a fait dès le début. On prend Scrum et on l'adapte à ces rôles-là. Oui, il y a des particularités, vraiment. Et il y a des particularités pour le PO. Parce que lui aussi, dans ces notions-là, a d'autres choses que faire le métier, récupérer les besoins, les user stories, tout ce qu'il en est. Oui, il y a des particularités fortes. Et on a pas mal travaillé dessus, justement, et ça a fait bouger des choses, entre autres sur les 3 Scrum Masters. Ça leur a fait bouger des choses. Ils ont à la fois travaillé sur leur métier, mais ça leur a rajouté quelque chose de plus. Donc, ce qui leur a donné un vrai intérêt aussi en plus. Parce que voilà, le rôle de Scrum Master, à un moment, peut être un peu répétitif, même si c'est ça. Moi, j'aime bien. Mais là, en plus, tu vas rajouter vraiment d'autres notions. C'est responsabilité de modèle et de tout ce qu'il en est. Oui, il y a de vraies particularités. Et c'est là, en fait, comme j'ai dit, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas dit « prends l'IA, mets-le dans Scrum ». Non, on a dit « prends Scrum, mets-le dans l'IA ». Sinon, on n'y serait jamais arrivé. Merci à vous deux. Je pense qu'on peut les applaudir et passer à la prochaine session. Merci.